Et c'est la Coupe du Monde. On n'a pas tant parlé de soccer là, depuis quelques semaines, alors qu'il y a, je pense, beaucoup de gens qui regardent les matchs à tous les jours, qui s'enthousiasment pour ce sport-là, Isabelle. Ben, il y a un engouement, en fait. Je trouve qu'il y a une quête d'un défi commun. Il y a une quête de vivre quelque chose de positif. On enlève les classes, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres. On enlève tout. Là, tout le monde vibre au rythme de quelque chose. Le hockey est terminé. Puis le soccer, je sais pas, même si on critique beaucoup la FIFA, puis avec raison, ça, on en parlait, là, notre dualité entre on haït cette ligue-là, puis en même temps, il y a quelque chose de beau quand on regarde les exploits sportifs. Il y a une espèce de contradiction interne. Bon, il y a la demi-finale de l'Angleterre contre l'Argentine, mais aussi, je sais pas si tu as remarqué, cet après-midi, il y a les jeunes aussi. Moi, je remarque chez les jeunes, je veux dire hommes, mais probablement femmes aussi, qui veulent avoir un jersey de leur joueur préféré. On voit des Messi un peu partout. Il y a cet engouement-là aussi, puis on le voit quand il y a une popularité pour un sport. Après, les jeunes veulent s'inscrire dans ces activités-là. Absolument. Puis, drôlement, mon petit garçon de 4 ans a commencé les cours de soccer cet été. C'était pas, on n'a pas pensé la Coupe du Monde, mais lundi, il était comme « Ah, j'ai pas envie d'y aller. » Tu sais, des fois, les jeunes, ils ont comme des petits changements d'humeur comme ça. Puis là, j'ai dit « On va regarder un résumé de match, là, comme ils mettent sur YouTube. » Puis là, on a regardé, puis des buts. Puis là, OK, papa, je veux aller jouer au soccer. Puis apparemment, c'est ma blonde qui y va avec lui le plus souvent. Elle m'a dit il était très motivé, il kickait le ballon fort. Et donc, quand on parle de n'importe quel sujet, évidemment, comme le foot actuellement, comme le soccer là, ces derniers jours, ça fait émerger plein d'autres sujets, là, comme c'est vraiment le sujet de l'heure, la Coupe du Monde. Une de ces réflexions, une de ces questions-là, puisque c'est un des sports les plus pratiqués ou le sport le plus pratiqué au monde, c'est la question de la tête. Hein, parce qu'on sait beaucoup de buts, là, quand on regarde la Coupe du Monde, sont faits avec la tête quand c'est des corners ou en tout cas des passes croisées. Et apparemment, selon certains chercheurs, là, puis j'ai comme un peu fouillé l'affaire, il y a toutes sortes de littérature là-dessus, mais ça pourrait avoir des impacts négatifs à long terme de frapper régulièrement le ballon avec la tête. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on devrait interdire les têtes au soccer avant 12 ans? Comme tu es jeune, l'impact sur ta tête, parfois tout n'est pas formé encore. On sait que même le cerveau continue de se développer jusqu'à l'âge de 25 ans. Les impacts de commotion cérébrale, on sait qu'on en parle beaucoup au football, le football américain. C'est l'un des sports où il y en a le plus de commotion cérébrale, les arts martiaux aussi. Le hockey, à chaque année, mais je m'en allais là. À chaque année, au fait, c'est qu'on parle beaucoup de hockey ici, bien sûr, les mises en échec. À chaque année, on a des sujets là-dessus par rapport aux jeunes, entre autres la violence au hockey, puis ça revient. Mais dans le soccer aussi, c'est un bon point parce que commotion cérébrale, on sait que l'impact peut avoir, tu sais, la répercussion peut se faire sentir plusieurs années plus tard. Il y en a qui ont des impacts toute leur vie. Et puis c'est là où, encore une fois, puis on va explorer ça plus scientifiquement, mais tu sais, le hockey a été montré, puis là, ça causait des commotions cérébrales. Puis ça a été montré que depuis l'interdiction là, des contacts physiques violents, il y avait une réduction significative du nombre de commotions cérébrales. Puis il y a une relation entre le nombre de commotions cérébrales, surtout à un jeune âge, puis des problèmes neurologiques plus tard. Dans le cas des têtes au soccer, c'est pas une commotion, on appelle ça une sous-commotion. Là. Mais certains parlent de commotion. Mais encore une fois, puis donc c'est là où c'est un petit peu plus complexe à bien comprendre. Et donc, quand on veut comprendre à qui parle-t-on, à un expert, on est donc au téléphone, en ligne avec le docteur Dave Ellenberg, qui est un neuropsychologue, expert justement des commotions cérébrales. Vous êtes penché sur la question des têtes au soccer, notamment, docteur Ellenberg. Pouvez peut-être nous résumer un petit peu là, qu'est-ce qu'on sait à ce stade-ci comme corrélation, disons, là, entre ce phénomène et des troubles plus tard dans la vie? Tout à fait. Bien, c'est une question importante. La première chose qu'il faut se dire, là, le cerveau, quand il a été conçu, la dernière chose qu'on voulait, hein, c'était qu'il soit brassé. Il n'est pas fait pour être brassé. Le cerveau n'est pas un organe qui est fait pour être cogné. Et malheureusement, dans nos diverses pratiques, nos diverses activités, bien, on a intégré ça un petit peu dans notre façon, notamment au soccer. C'est quoi la différence, justement, avec une tête quand tu es jeune puis une tête quand tu es plus vieux? Pourquoi les jeunes, les moins de 12 ans, ce qu'on cible en ce moment? C'est une excellente question parce qu'en fait, la science ne nous dit pas nécessairement qu'il faut protéger plus les jeunes de moins de 12 ans que les plus vieux. Parce que même au contraire, les études suggèrent la période de plus grande vulnérabilité du cerveau aux impacts se situe aux âges de 13 à 18 ans. Et même quelques études disent que sous l'âge de 12 ans,
mais diminuer le Docteur, nombre on de doit têtes vous n'a couper pas 2 secondes un impact parce que le si important son que ça. est vraiment pas bon. On va vous rappeler parce que c'est tellement intéressant ce que vous dites qu'on manque beaucoup de mots, puis ce serait vraiment dommage qu'on puisse pas avoir la bonne information. On vous appelle dans un instant, mais c'est effectivement comme il disait, puis résumé, là, parce que j'ai quand même eu la chance de lire ce qu'il nous a envoyé, comme toi. Merci. Mais juste pour résumer les faits là, qu'elle allait un peu nous exposer, en fait, c'est que c'est pas très clair, puis c'est pas tiré au couteau, mais grosso modo, la formation du cerveau, ça se poursuit jusque dans la mi-vingtaine. Et donc, on peut pas tirer ça au couteau, là, dire les moins de 12 ans, peut-être que ça aurait un impact bénéfique, assurément. Et le point qu'on pourra aborder aussi avec lui, c'est que dans certains pays, on l'interdit, dans d'autres pas. Ce sera un autre enjeu. Mais il est au téléphone. Florence nous dit qu'il est de retour. Donc, on était sur la question de pourquoi 12 ans et moins. Là? Est-ce que c'est pire quand tu as 12 ans? Est-ce que c'est moins pire quand tu en as 30? Je pense que tout le monde a un peu de mal à trancher avec cela, bien que la science nous dit que la vulnérabilité du cerveau aux impacts, aux commotions cérébrales, à ces petits coups à répétition-là, se situe plutôt autour de 13 à 18 ans. Et on sait que le cerveau, en fait, atteint sa maturité seulement autour de l'âge de 25 ans. Et donc, quand que, justement, les régions frontales ont leur poussée de croissance, c'est là qu'on sait qu'il est le plus vulnérable. Donc, en effet, c'est assez difficile à trancher. On sait également que les impacts sous commotion, donc utiliser la tête de façon volontaire, c'est pas une dizaine, une vingtaine de coups qui a des conséquences. Hein. Les études nous indiquent que quand on compare des athlètes en début d'année avec des athlètes en fin d'année, en fin de saison sportive, c'est ceux qui ont généralement fait plus de 500 têtes par saison chez qui on voit des différences significatives, donc des pertes au niveau de la mémoire, la vitesse à laquelle on traite l'information, même des petites déchirures dans certaines régions du cerveau. Francis disait, au soccer, c'est pas tout à fait des commotions. Est-ce qu'il y a raison d'avancer ça? Non, il y a deux choses. Il y a des commotions cérébrales au soccer, en effet, comme au hockey, comme au football américain. Le risque est assez similaire. Mais ce qui se rajoute au soccer, c'est l'utilisation volontaire de la tête. Ça fait partie du sport. Donc là, on rajoute une couche. C'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui a déjà eu 2 commotions cérébrales dans son passé, et là, tout à coup, il utilise sa tête en plus pour rediriger le ballon au soccer. Donc, on vient frapper sur un cerveau qui est peut-être déjà fragilisé. On parle souvent de commotion cérébrale comme j'ai fait une commotion dans tel sport. On le dit un peu à la blague parfois, mais ça peut être quoi les répercussions d'une commotion cérébrale à un jeune âge? Il y a 2 points dans ce que vous dites. Hein. Le premier point, c'est qu'on le banalise, et c'est vrai qu'on banalise en partie les commotions cérébrales, mais il y a des répercussions. Il y a des répercussions à tous les âges. On sait que les enfants, les adolescents, les adultes sont tous aussi peuvent vivre des conséquences. Et on sait que les ados, en fait, sont encore plus fragiles donc aux commotions cérébrales. On sait que lorsqu'on accumule 3 à 5 commotions cérébrales, on peut avoir des déficits qui persistent même, c'est-à-dire avoir plus de mal à se concentrer, avoir des maux de tête qui restent, qui ne partent pas. Même le vieillissement à la longue des études indique que le cerveau peut vieillir plus rapidement à partir de l'âge de 45-50 ans quand on a accumulé plusieurs commotions cérébrales. Est-ce qu'il y a même des liens avec maladies de santé mentale ou encore démence? Est-ce que ça peut aller si loin que ça? Tout à fait. C'est des liens qui ont été faits avec santé mentale. On sait que lorsqu'on accumule 5 commotions cérébrales ou plus, les risques d'avoir, par exemple, de vivre avec une dépression plus tard augmentent par un facteur de 10. C'est 10 fois plus, on est 10 fois plus à risque. Même chose pour des dégénérescences là, qui ressemblent un peu à la maladie d'Alzheimer. Là aussi, le risque augmente lorsqu'on a accumulé plusieurs commotions cérébrales dans sa vie. J'aimerais peut-être juste prendre un petit pas de recul parce que là, effectivement, on cible une action dans un sport, puis on a parlé, le hockey, t'as donné, Isabelle, plein d'autres exemples là, où on a agi, puis ça a eu des impacts positifs. En même temps, Dr. Ellenberg, puis j'interpelle le médecin, le généraliste en vous, mais on fait quand même du sport. Et donc là, je me dis, est-ce que parce que pour moi, une tête, moi qui ai joué longtemps au soccer, ça fait comme partie du sport de jouer au soccer. On l'a souvent mélangé avec Zinedine Zidane. Non, mais mon point, c'est que ça fait partie...
J'ai joué 10 ans au soccer. Football, oui. Mais écoutez, Ça fait partie du médecin sport. généraliste, Ouais. je suis neuropsychologue et c'est important ce que vous dites parce que le sport, il est important dans notre vie. Le sport, Isabelle Perron l'a dit au début, c'est un lien social. Il y a une effervescence présentement. Effectivement. Ça rassemble les gens et vous savez, le facteur qui a plus contribué à diminuer le décrochage scolaire au Québec, c'est le sport, c'est le football. L'intégration du football dans les écoles, dans certains programmes, a diminué le décrochage scolaire. Donc oui, ça crée un sentiment d'appartenance. Moi aussi, j'ai un garçon de 7 ans, un garçon de 10 ans, et ils mangent le sport. C'est 2 fans de soccer, des fans de Ronaldo, et puis c'est soccer matin, midi, soir, donc on va pas l'empêcher. Par contre, mieux contrôler des éléments comme l'utilisation de la tête, puis interdire l'utilisation de la tête, ça ne vient pas nécessairement dénaturer le sport. Hein? Je regarde mes fils, quand je regarde leur technique, c'est dans les pieds, c'est pas dans les têtes. Ils font des choses absolument incroyables, là. Est-ce que c'est de changer donc la perception? Parce qu'on avait la même discussion quand on a parlé des batailles au hockey ou des mises en échec ou peu importe. À chaque fois qu'on veut changer quelque chose de connu, c'est comme si on se dit le sport sera plus pareil, ça va être plate. C'est ça. Faut changer la culture, faut changer les perceptions. Je ne crois pas, ça rendra pas le sport plate. C'est pas quand on voit une tête qu'on se dit hey wow, mais c'est quand on voit un move sur le terrain, là, un jeu de pied, une feinte, là, on pense que le ballon part à droite, mais en fait il s'en va en arrière à gauche, puis on se dit wow, ok, quelle technique. C'est ça qui nous emballe. Ouais. Ça reste encore une fois, puis je reviens à cette idée-là que bon, on aime ce sport-là, puis on parlait d'âge, là, puis bon, je regardais les joueurs, bon, il y a les Messi, là, puis les Ronaldo, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont 22 ans puis qui sont dans la fenêtre que vous nous avez décrite comme étant peut-être problématique, professeur Ellenberg. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment dire, la fleur de l'âge au foot, c'est pas à 48 ans qu'elle survient généralement, c'est dans le début vingtaine. Est-ce que ça veut dire carrément qu'on change les règles du sport mondial du soccer? Non, c'est une énorme question. La vedette de l'équipe espagnole a 18 ans. Présentement, voilà. Il est absolument exceptionnel. Donc oui, non, c'est des questions absolument déchirantes. C'est des questions aussi, j'espère que la science nous dira plus à long terme qu'est-ce qui se passe avec les cerveaux de ces personnes-là et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Mais en Angleterre, aux États-Unis, on a déjà limité la pratique chez les jeunes. Est-ce qu'on sait si ça a eu des impacts, justement? Est-ce qu'on connaît les répercussions de ces mesures-là ailleurs dans le monde? C'est ça qu'on ne sait pas. Parce que la question, c'est pas nécessairement l'âge, c'est le nombre de coups à la tête cumulés sur une carrière. Donc, on voit déjà que des athlètes qui ont plus de 5000 têtes en carrière, on voit des déficits, des séquelles significatives au niveau cérébral. Question de Marie-Pierre en terminant sur la messagerie texte. Elle se questionne par rapport aux marques des commotions cérébrales. Est-ce que ça reste à vie? Est-ce que le cerveau, ça reste visible au scan, par exemple, si tu fais une commotion ou des commotions cérébrales? Mais ce qu'on sait présentement, c'est que ça semble pas être réversible. Par contre, les gens arrivent à compenser. Les gens arrivent à trouver d'autres stratégies, mais on croit qu'en vieillissant, ça nous rattrape. Quand on a 50, 60 ans, ben là, le cerveau, quand on en a fait plusieurs, c'est-à-dire pas une ou deux, mais lorsqu'on a accumulé plusieurs commotions cérébrales, en effet, là, le vieillissement se fait de façon plus précoce, plus rapide. Ça a laissé certaines traces. Dr Dave Ellenberg, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue, expert des commotions cérébrales. Sujet quand même fascinant, hein, alors qu'on s'approche de la finale ce dimanche. Puis qu'on se casse la tête avec ça. Isabelle. Prison directe. Et puis moi, je peux-tu réclamer de ça? Oui, tu peux passer tu peux passer go et sortir du studio. Mais blague à part, tu sais, le hockey, on l'a vu, ça a beaucoup évolué. Oui. Il y a beaucoup de ces sports qui progressent dans la bonne direction, je pense, pour minimiser les impacts, surtout chez les jeunes. Il reste quand même, tu sais, je pensais à ça, mettons la boxe, ou tu sais, le UFC, là, qui est comme en forte popularité, dont l'objectif, c'est de donner une commotion cérébrale à ton adversaire, là, grosso modo. En même temps, quand tu te protèges, quand tu t'entraînes, le but, c'est pas de rendre KO ton adversaire en entraînement. Tu sais, plusieurs ne se rendront jamais dans un combat de lutte, de boxe ou quoi que ce soit à la fin. Tu te fais tapocher la tête, tu sais, on parle de ces genres de micros. Tu sais, mais ce serait intéressant de se pencher sur la question. En fait, c'est peut-être pas de prendre une décision aujourd'hui, mais de se poser des questions sur les jeunes. C'est vraiment ça que j'ai entendu aujourd'hui. Quand même. En tout cas, vraiment un sujet fascinant, puis on remercie le Dr Ellenberg d'avoir été avec nous.